Yeah. Yeah. Vas-y. 3, 2, 1. Salut les sportifs, c'est Armano et je suis très heureux de vous recevoir sur un nouvel épisode du podcast Devenir triathlète. Bon, vous l'aurez certainement remarqué, normalement au moment où cet épisode sera publié, j'aurais repris un rythme normal, mais le début 2026, le mois de janvier était un petit peu compliqué en termes de régularité de production. Ça s'est ressenti aussi dans les prises de rendez-vous avec mes invités, mais aujourd'hui je suis très content après 2, 3, 4 tentatives peut-être. On arrive enfin à se parler avec Benjamin Proux. Salut Benjamin. Salut. Alors dis-moi, juste pour précision, on dit Prou, on dit Proux, parce que à l'audio, Pro, on c'est voit très pas bien. comment c'est écrit, mais Ou Ben. Ben, c'est encore mieux. Ben, écoute, ça marche. C'est là, comme ça, on se met bien dans l'ambiance. Eh ben Ben, enchanté, bienvenue sur le podcast Devenir triathlète. Bah, écoute, merci de m'avoir reçu. Alors pour être totalement transparent avec les auditeurs, je t'ai trouvé sur LinkedIn, notamment un réseau social professionnel. Je ne sais même pas si c'est encore nécessaire maintenant en 2026 de le présenter. Toujours est-il que j'ai vu que tu commentais sur le triathlon, j'ai regardé un petit peu ton profil, j'ai vu que tu avais un profil à la fois très pro, et on va revenir là-dessus, mais aussi sportif. Et donc l'idée, c'était de comprendre un petit peu avec toi comment est-ce que tu arrives à allier les deux. Mais tout d'abord, eh bien, même si il paraît que ça ne se fait pas. Moi, j'aime le faire et je vais continuer à le faire sur mon podcast. Je te laisse te présenter. Dis-nous tout. Qui est donc Benjamin Proux? Écoute, qui je suis? Je suis né en 78, l'année de la création d'Hawaï. Euh, voilà, j'habite à Paris. Enfin, j'ai habité à Paris pendant une quarantaine d'années. Je suis devenu agent général d'assurance pour Swiss Life il y a un peu plus de 25 ans. Euh, donc j'ai travaillé, j'ai uniquement fait que ça dans ma vie. Et donc je suis entrepreneur et à mon compte depuis plus de 25 ans. Paris essentiellement. Euh, voilà. J'ai été marié avec deux garçons qui ont aujourd'hui 18 et 15. Et donc aujourd'hui je suis avec une compagne, ma compagne, avec qui nous avons eu deux très belles petites jumelles il y a 3 ans et demi. Voilà. Donc, heureux papa, deux garçons d'un premier mariage, deux jumelles d'une seconde union. Dis, ça doit être animé à la maison en plus d'être entrepreneur et sportif. C'est assez sportif, ouais. Ouais, ouais, c'est assez sportif, mais c'est plutôt cool. Non, non, enfin, aujourd'hui, c'est génial. La petite cerise sur le gâteau, c'est que j'ai déménagé il y a 4 ans dans le sud avec ma compagne. On a déménagé dans le sud, exactement à Sifour-les-Plages, dans le Var. Euh, voilà, et donc je reste aujourd'hui agent général d'assurance à Paris, Paris-Montparnasse, avec un modèle un peu particulier, qui n'est pas forcément retranscriptible avec tout le monde, mais voilà, ça demande un petit peu d'organisation et d'anticipation. Ouais, j'imagine que ça marche bien, sinon ça ferait pas 4 ans que tu serais dans le sud. Tiens, en parlant de agent général d'assurance chez Swiss Life, est-ce que par hasard, t'aurais entendu parler ou tu connais Alexis Tout le Monde? Alexis, très bien, très 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 bien. Eh ben, je Un bon gars du Nord. je ne sais pas s'il nous écoute, mais en tout cas, son beau-frère doit certainement nous écouter. Donc, un gros bisou à Maxime et à Alexis. Alexis, punaise, ça remonte à 2005, je crois. On avait pris les vélos tous les deux et on était partis de Rouen, ma ville natale, et la ville natale de sa compagne, qui est la jumelle du fameux Maxime. Et on était descendu jusque chez ses parents dans le sud. Donc, un bon moment aussi passé avec Alexis. Ouais. Donc, gros bisous à tout le monde. Parlant de ça, agent général d'assurance, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as un cabinet d'assurance et puis tu Oui, assures les pros, tout ça? c'est un peu comme une franchise quand tu vois dans les grandes villes, dans les villes, des boutiques avec des enseignes, type AXA, Allianz, Generali. Donc moi, c'est la même chose chez Swiss Life. Et je suis installé à Paris, Versailles et ici les Moulineaux. Avec une particularité, c'est qu'il y a 10 ans, j'ai fermé toutes les boutiques. Et donc, j'ai fait en sorte que mon modèle ne soit pas dépendant du passage du public, avec un modèle qui est un petit peu celui d'aujourd'hui. Voilà, donc
va dire que j'avais 10 ans d'avance. C'est-à-dire, tu as fermé toutes les boutiques dont tu travailles uniquement à distance? Uniquement au bureau avec mes collaborateurs, collaboratrices. Voilà, donc on travaille uniquement sur rendez-vous ou à distance. Et Ok. quand le Covid est arrivé, on n'a jamais autant travaillé que l'année du Covid. Ouais, c'est clair. Remarque, le Covid a rebattu pas mal les cartes, a changé pas mal de choses. Déjà, ça a accéléré un petit peu le travail à distance pour les boîtes qui étaient un peu frileuses ou même celles qui ne l'avaient Ouais. pas encore penché. Et puis, ça a aussi, je trouve, accéléré une façon de travailler complètement différente. Toi, tu l'as dit, ça faisait déjà 10 ans que tu avais fermé les bureaux. Malgré tout, les gens n'étaient pas forcément au fait de comment ça se passait, comment il fallait faire, etc. Maintenant, quelle boîte n'est pas remote, sauf dans l'industrie, parce qu'effectivement, ça paraît un peu difficile de faire tourner les machines quand on est à distance. Quoique, je pense qu'il y a des possibilités, mais il va quand même falloir toujours qu'il y ait des opérateurs pas très loin des machines. Mais ouais, ça a rebattu les cartes. Et pour les sportifs, c'est pas plus mal. Ça permet aussi de s'entraîner différemment. Ouais, ouais, non, c'est une bonne transition. Ça permet de s'entraîner différemment. C'est vrai que le modèle a un petit peu changé ces 5, 6 dernières années et le Covid a accéléré les choses. Euh, Moi, j'étais prêt. Nous, on était prêts à l'agence. On avait tout passé en gel depuis 15 ans. On avait une téléphonie sur IP. Enfin, tout était clairement organisé pour que ça soit gérable à distance. Mais ce qui a changé surtout, c'est l'état d'esprit des clients et des clients qui aujourd'hui eux-mêmes travaillent aussi à distance, ont des horaires qui sont différents. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on termine plus tôt. C'est fini les rendez-vous après 18 heures. Moi, quand j'ai commencé dans ma petite carrière, on avait nos rendez-vous, notre journée elle commençait à 17 heures et on finissait vers 20 heures. Aujourd'hui, c'est fini. Hein, à 18 heures, tout le monde est rentré à la maison. Donc, c'est une nouvelle organisation et c'est vrai que pour le sport, si on peut faire la transition, euh, ça a aussi changé. Ça a aussi changé. C'est-à-dire qu'on a quand même moins de rendez-vous physiques, moins de déjeuners. Alors, ça, c'est plutôt spécifique à Paris, hein, puisque en région parisienne, aujourd'hui, les clients ne se déplacent plus et n'ont pas forcément besoin de voir physiquement la personne. Et donc, ça permet de s'organiser différemment. Ouais, tu m'étonnes. Après, après moi, j'ai aussi une organisation qui me permet, en plus de ça, de m'organiser en interne. Euh, Tu vois, j'ai un home trainer au bureau. Tout est organisé pour que je puisse euh, démarrer un entraînement à n'importe quel moment de la journée. Ouais, ce qui veut dire que ton bureau ressemble à une Batcave ou à une Pain Cave. C'est comment? Non, c'est une jolie pen cave quand même, hein. Ça reste. Mais c'est vrai qu'à tout moment, voilà, mes collaboratrices et collaborateurs sont au courant. Je peux être sur le home trainer et faire une visio. On aurait très bien pu faire notre call de ce matin sur home trainer. Euh, non, non, j'en fais beaucoup, hein, et mes clients aujourd'hui sont habitués à ce genre de choses. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas étonnés de m'entendre respirer un petit peu fort sur certains calls, sur certaines visios. Mais voilà, après, on va dire, ça a été un long processus, parce que j'ai commencé à faire du sport enfin, faire du sport, un peu plus de sport que la moyenne il y a un peu plus de 15 ans, une petite vingtaine d'années. Mais c'est vrai qu'il y a 20 ans, on était un peu des ovnis, hein, quand on expliquait qu'on faisait 1 heure, 2 heures, 3 heures de home trainer. C'est vrai qu'on passait un peu pour des extraterrestres. Ouais. Aujourd'hui, tu as notamment des invités sur le podcast qui te disent que pendant le Covid, bah, ils faisaient 6, voire plus, enfin 600, 700 bornes de home trainer par semaine. Donc effectivement, Ouais. aujourd'hui, bah, déjà aujourd'hui, je trouve que le sport est beaucoup plus mainstream qu'avant. À commencer par la course à pied, on se faisait la réflexion dernièrement avec mon épouse dans les rues du Luxembourg où on réside. Il y a beaucoup de gens qui courent et encore plus dans le sud de la France. C'est des sports, la course à pied, la natation reste encore un petit peu difficile d'accès, je trouve, mais la course à pied, le vélo, c'est tellement mainstream que bon. Et puis je trouve que ça a changé. Alors, est-ce que c'est l'effet Covid? Est-ce que c'est l'effet remote? Tout ce genre de, de, de comportement ou d'a priori a un peu changé aussi. Avant, on était sportif, on en avait beaucoup dans les muscles et pas beaucoup dans la tête. Maintenant, c'est assez admis qu'il y ait un relatif équilibre entre la pratique d'une activité physique et la pratique d'une activité
mentale, on va dire. Donc en gros, anima sane in corpore sano, quoi. Si tu fais du sport, tu es intelligent, tout va bien, quoi. Enfin, tu fais pas si bien dire, puisque ma compagne travaille beaucoup pour ASICS, euh, et c'est une grande marathonienne, donc voilà, c'est important. Mais c'est vrai il y a une vingtaine d'années, quand j'expliquais à mes collègues indépendants, arrête, arrête à 18 h, arrête à 20 h, va faire du sport, mets les chaussures. Bon, on paraissait vraiment pour des très, très anciens et effectivement avec des neurones en moins. Alors aujourd'hui, ça a été énormément démocratisé, c'est tant mieux. Je pense que c'est pas assez démocratisé, euh, surtout dans les grandes villes. Voilà, il y a encore beaucoup de zones de France où je pense il y a beaucoup de choses à faire. Et, et c'est un sujet, moi, sur lequel je- je m'attelle avec mes clients au quotidien sur la prévention, sur l'activité physique et ainsi de suite. Et c'est vrai que j'essaie de, pas de donner l'exemple, hein, puisque c'est pas l'exemple à donner, mais au moins de donner l'exemple de l'activité physique. Ça, c'est quelque chose d'important. Ouais. Juste pour reboucler sur le côté pro, justement, et puis après, on passera au côté sportif, mais tu parles de tes clients. Toi, aujourd'hui, qui sont tes clients? Des particuliers, des entreprises? Quel service d'assurance tu proposes? Alors, sous la houlette de Swiss Life, bien sûr, on l'aura compris, mais est-ce que ça va de l'assurance classique, RC, habitation, voiture, Non, jusque je fais plus beaucoup complexe? de ce qu'on appelle l'assurance de personnes, donc Mhm. tout ce qui est santé, complémentaire santé, prévoyance, assurance retraite, patrimoine, assurance vie. Donc c'est vrai qu'on est très très axé sur la santé et, c'est pour ça que le sujet de la santé et de l'activité physique a un rôle important. Et c'est vrai que je suis content que voilà, les clients aujourd'hui reconnaissent l'activité générale de l'agence euh, sous cet aspect-là. Moi, j'ai pas mal de TPE, de petites professions libérales, artisans, commerçants. Et c'est vrai que voilà, donc, j'ai l'habitude de connaître mes clients depuis de nombreuses années. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, maintenant, ils suivent un petit peu ce que je fais. Eux-mêmes me disent, tiens, je me suis inscrit à telle course, ainsi de suite. Donc, il y a quand même un partage important. Ah, intéressant. Ouais. Est-ce que Swiss Life propose aussi des bonus pour les gens qui bougent? Alors, je ne sais plus quelle assurance l'avait fait en France, mais il me semble qu'à un moment, il y avait une assurance qui équipait, en tout cas, ses clients volontaires de capteurs, de mouvements, de montres connectées ou autres, et puis qu'il y avait des bonus qui étaient offerts à ceux qui bougeaient le plus, justement pour cette balance équilibre vie Il y a, pro, il perso. y a, il y a quelques initiatives, c'est marrant que tu parles de ça parce que c'est vraiment un très très gros sujet sur lequel je vais m'atteler énormément là, ces prochains mois, euh, pour que les assureurs prennent enfin à bras le corps le sujet de la prévention euh, et de l'activité physique. Il y a pas mal d'initiatives qui sont faites en France aujourd'hui pour que ça fonctionne. Il y a quelques compagnies mutuelles, instituts de prévoyance qui effectivement proposent des montres connectées, des bonus sur les pas, des réductions sur un certain nombre d'objets de la santé. Mais ça reste, pour moi, ça reste quelque chose d'assez, pas forcément uniforme et bien organisé. Euh, Aujourd'hui, il y a une chose simple qui est la prescription sport et santé, la prescription médicale d'activité physique. Je pense que le corps médical n'est pas encore, alors j'ai pas envie de les froisser, le corps médical, mais le corps médical n'est pas encore assez formé à dispenser un certain nombre d'activités physiques. Il y a des initiatives, bon, j'ai notamment dans la ville ici les Moulineaux, dans laquelle je travaille depuis 30 ans, qui a une grosse structure d'activité physique et de remise en forme qui a été en partenariat avec la ville et des privés. Les médecins envoient et prescrivent de l'activité physique, et ça c'est plutôt positif. Mais je pense que voilà, il faut vraiment que le sujet soit pris à bras le corps. Le corps médical, au lieu de prescrire 30 séances de kiné et X bois de Doliprane, je pense qu'il y a quand même quelque chose à faire sur l'activité physique. Euh, et que ce soit des affections légères ou lourdes. Je pense à mon papa est décédé récemment de Parkinson. Euh, et c'est vrai que je lisais les études de France Parkinson, notamment sur l'activité physique, qui t'expliquent que tu dois faire 2 fois plus d'activité physique que la normale. Et quand tu expliques ça à des personnes qui ont cette affection, ils te disent, ben non, moi je peux pas,
voilà, c'est fini, enfin, clairement, c'est la fin. Donc, il y a quand même un état d'esprit et des choses à changer. Ouais, Beaucoup de choses. Vas-y, vas-y, je t'en prie. Et du coup, moi, mon rôle au quotidien, c'est de conseiller, enfin, vendre, entre guillemets, de la complémentaire santé. Bon, j'ai aucune valeur ajoutée à vendre de la complémentaire santé, hein. Une mutuelle aujourd'hui, c'est un produit de consommation tout simple. Et donc, du coup, j'essaye de promouvoir cette prévention et activité physique, bien-être, santé mentale, ainsi de suite. Ouais, pour revenir sur ce que tu disais, notamment sur Parkinson, alors il y a quelques années, je produisais le podcast Dans les vestiaires et j'ai eu la chance d'interviewer Anthony Desjardins. Alors, malheureusement, son interview, je ne l'ai jamais produite, je ne l'ai jamais sortie, mais elle est toujours dans les cartons. Un jour, elle sortira. D'ailleurs, il avait repris la vidéo de notre interview et il avait mis sur sa propre chaîne YouTube. Anthony Desjardins, c'est un des plus jeunes Français atteints de Parkinson. Je crois qu'il a développé les symptômes à partir de 38 ans, quelque chose comme ça. Et J'ai vu ça. et il en parle beaucoup. Et justement, il parle beaucoup de l'intérêt de l'activité physique et sportive dans, alors non pas la guérison de Parkinson, mais en tout cas dans la diminution des symptômes. Et je ne peux que valider ce que tu dis sur Parkinson, mais aussi sur d'autres affections, qu'on parle d'affections légères ou qu'on parle d'affections plus lourdes, comme le cancer, par exemple. Et pour l'avoir vécu de l'intérieur, parce que ma maman est décédée du cancer aussi, c'est vrai que beaucoup de gens le savent que l'activité physique et sportive peut aider, si ce n'est dans la récupération, mais en tout cas dans la diminution des symptômes. En revanche, quand tu es sous chimio, tu n'as déjà pas la force de te lever, ça paraît difficile d'envisager d'aller marcher, courir ou autre. Mais bon, comme tu l'as dit, je pense que ça revient aussi peut-être au corps médical de mieux se former, de mieux l'accepter, de mieux le transmettre, de mieux le partager dès la découverte des premiers symptômes. Et, euh, et effectivement, il y a peut-être autre chose à faire que de donner 30 séances de kiné et des boîtes de Doliprane. Peut-être déjà, on parle entre nous, hein, et d'ailleurs, s'il y a des médecins ou des gens du corps médical qui nous écoutent, ce sera avec plaisir qu'on pourra en parler, mais peut-être déjà aussi renvoyer les patients vers leurs confrères qui sont eux médecins du sport et qui connaissent peut-être ça un petit peu mieux, ou des médecins qui soient généralistes ou spécialistes, mais qui sont pratiquants d'activité physique et sportive et donc qui vont pouvoir aussi donner leur insight là-dessus. Anyway, on parlait de toi, on va y revenir. Tu nous as dit que tu as commencé le sport à des doses un peu plus importantes que d'autres il y a déjà quelques années. Euh, Quand est-ce que Ben découvre le sport? Dans quelles circonstances? Dans quelles conditions? À quel âge? Écoute, bon, comme tous les enfants, moi j'ai fait du sport à l'école, voilà, donc, classique. Je faisais beaucoup de natation à un niveau assez correct, et jusqu'à, comme tous les enfants, jusqu'à 15-16 ans. Et à 15-16 ans, ben, j'ai arrêté, puisque voilà, à l'époque, on faisait autre chose. Euh, et puis, après, quasiment plus rien. Je faisais deux, trois running de temps en temps. Et qu'est-ce qui m'est arrivé? Ben, j'ai eu l'accident classique du foot du dimanche après-midi, où je me suis pété les croisés. Mon kiné client m'a dit, écoute, la seule chose, c'est d'aller nager. J'ai dit, donc j'ai repris des cours de natation, parce que j'avais complètement perdu. On Je reviendra là-dessus. nageais. Rappelle-le-moi si jamais j'oublie, mais donc tu étais Ouais, nageur, tu as arrêté et tu as repris des cours de natation. Vas-y, je te laisse ouais, continuer. ouais. En fait, à l'époque, je devais intégrer le Racing Club de France, qui était à Paris un très bon club. Mais, et ça, c'est vraiment dans la culture du quotidien. Mes parents étaient vraiment pas branchés sport et m'ont dit, non, tu vas aller faire des études, tu vas pas faire les études sportives. Un Donc, vrai boulot. ouais, ouais. Bon, j'étais assez bon quand même, puisque à l'époque, le Racing, c'était quand même un bon club. Bah, Euh, ça l'est toujours. Ça l'est toujours, bon, peut-être. Mais donc, j'étais assez déçu quand même. Mais je me suis vraiment concentré sur autre chose. Beaucoup de sorties, beaucoup de boîtes de nuit. Ah, toujours de la PPG, mais PPG du coude, c'est ça, lever du coude. Énormément. Et puis, début du travail, parce que j'ai commencé à travailler à 19 ans, assez tôt, et tout de suite indépendant, travailleur indépendant. Et bon, oui, je te dis, je suis retourné à la piscine en prenant des cours de natation. Et puis, je me suis inscrit en club, je ne sais pas pourquoi. Et puis, puis comme d'habitude, un pote te dit, bah, tiens, on va faire telle compète, tiens, on va aller courir dans les bois, on va faire 10 bornes, 15 bornes, 30 bornes, et puis 50 bornes. C'était
c'était pas le début du trail, mais c'était, voilà, on s'inscrivait à l'éco-trail de Paris à l'époque 15 jours avant. Hein. On s'y inscrivait 15 jours avant. Non, c'est Et, 15 mois avant. ah oui, maintenant c'est. Et puis, euh, et puis voilà. Et en 2010, 2011, j'avais des très bons potes au mois de juillet, le 14 juillet, qui me disent: Tiens, tu connais pas Gérard Armé dans les Vosges? Je dis: Non, pas du tout. Si tu veux, on y va chaque année et on fait le triathlon de Gérard Armé tous les ans. Je dis: Bon, bah, écoute, si tu veux. Donc c'était le 14 juillet et Gérard Armé, c'est la première semaine de septembre chaque année. J'ai dit: Bah tiens, on s'inscrit au triathlon si tu veux. Donc me voilà prêté à vélo au mois de juillet-août euh, pour s'entraîner quand même à rouler un peu, parce que je n'avais pas du tout roulé depuis des années. Les premiers kilomètres à Longchamp, c'était un enfer, vraiment un enfer. Et Comme encore, toujours. Longchamp, c'est plat. Encore Longchamp, c'est plat, effectivement. Quelques sorties à vélo pendant les grandes vacances. Et puis nous voilà arrivés à Gérardmer le premier week-end de septembre. Et là, j'ai découvert que c'était une station de ski. Et j'ai surtout découvert le format, puisque c'était le XL de Gérardmer, qui est très Ah ouais, tu connu. fais pas les choses à moitié en plus. Bah, moi, je n'y connaissais rien, hein, vraiment rien du tout. Euh, Premier triathlon, et du coup, bah, j'ai pris une énorme claque, forcément, hein, puisque bon, j'étais pas trop mauvais coureur, euh, mais j'ai couru en 2h15 le semi-marathon. Mais c'était une très très bonne expérience et surtout, je pense qu'on a eu la chance de commencer à Gérardmer. Gérardmer qui aujourd'hui est, je pense, un des rendez-vous incontournables en France sur le triathlon. Mais malheureusement, il faut s'inscrire un an à l'avance et surtout, il faut être tiré au sort et avoir la chance de pouvoir y participer. Et donc, du coup, bah, après tout s'est enchaîné naturellement. Comme on pouvait s'inscrire à n'importe quelle course quasiment une semaine à l'avance, bon, voilà, j'ai commencé à faire un ou deux petits triathlons dans la région parisienne. Euh, et puis, qu'est-ce qui m'est arrivé? Oui, juste après, au mois d'avril, je me suis pété la gueule à vélo sur un triathlon par équipe, parce que je ne savais pas très bien rouler. Hein. J'avais, je sais pas, 1000 bornes dans les jambes, hein, à peine. Vraiment, enfin, enfin bon, bref. Et donc, j'ai été hospitalisé, des broches dans tous les sens, là, dans le poignet. Et, euh, et toujours avec les mêmes potes, on s'est dit, bah, on va faire un Ironman, Bon, après, normal. l'XL de Gérard Armé, ça va. Ouais, donc j'étais à l'hôpital, je ne sais plus où, à Percy, à Clamart. Et on s'est dit, bah, on va s'inscrire à un Ironman. Donc, avril, on s'est dit, bah, tiens, on va se laisser 6 mois. Et on était 4 potes avec qui on s'entraînait à peu près régulièrement ensemble. Et du coup, on s'est inscrit à l'Ironman de Cozumel, au Mexique, qui est un Ironman au mois de novembre avec une destination plutôt sympa. Donc, on s'est dit, bah, tiens, on va partir au soleil. En même temps, on fera un Ironman. Et c'était pour 3 d'entre nous le premier Ironman et première saison. Donc voilà, bah écoute, on s'est entraîné un peu comme on pouvait, je pense. Comme on était tous les 4 en région parisienne, on faisait beaucoup, beaucoup de home trainer, parce que forcément sur Paris, c'est compliqué de s'entraîner différemment. Et puis on a fait gentiment notre Ironman, qui pour moi s'est plutôt bien passé pour le premier. Et après, bah, c'était le début, quoi. Bon, encore un qui a été essayé un triathlon par le plus grand des hasards ou entraîné par des copains et puis qui a chopé le virus. Bon, alors quand tu remarques, tu fais pas les choses à moitié parce que commencer par le XL de Gérard Armé, j'imagine que tu t'es fait un petit peu embrigader par tes potes. Juste pour revenir sur cette première compétition, la natation, ça va? Tu sors pas trop mal? La natation, écoute, oui, parce que comme j'étais nageur, je sortais pas trop mal. Et puis, bon, on nageait n'importe comment, hein, donc on nageait beaucoup trop vite. Puis j'avais un pote qui nageait très très bien. On sortait à peu près dans les premiers. Surtout qu'à Gérardmer, c'est vraiment un départ assez impressionnant, hein, puisqu'on c'est encore une mass start dans le lac, dans le fameux lac. Et donc non, non, ça allait à l'époque.
Par contre, je pense qu'au bout d'une heure sur le vélo, j'étais cramé. Mais j'ai envie de te dire, il n'y avait pas de capteur, il n'y avait pas de. Je crois qu'on n'avait pas de cardio encore. Donc tu faisais un peu comme tu pouvais, quoi, sans trop réfléchir. Mais non, non, ça allait, ça allait. Je pense on se posait quand même un petit peu moins de questions. Parce que tu Ouais. vois, il n'y avait pas forcément de vidéos, de, 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 de récits, tu vois, particuliers. Tu vois, moi, quand je suis arrivé à Gérardmer, j'ai découvert que c'était une station de ski. Je me suis dit, ah tiens, il y a du dénivelé quand même. Et- et- mais sans savoir, quoi. Bref, mais c'est Ouais. rigolo. Heureusement que c'est en septembre parce qu'on est sur la fin de la période chaude et puis on n'est pas encore dans la période froide, mais il doit y avoir des années quand même où C'était une ça bonne année. C'était une bonne année. Parce que après, je l'ai refait 3 fois et c'était moins marrant les 3 autres fois. plus froid, plus humide. Ah ouais, froid, ouais. Le Gérardmer qu'on connaît, bien plombé. Ouais. C'est vrai que je l'ai fait une année, c'était une année, c'était en 2009, je crois, ouais, 2009. Il faisait magnifiquement beau, mais j'étais pas sur le XL, j'étais sur le courte distance. C'était des bons souvenirs. Donc premier triathlon, j'ai armé. Après, tu t'entraînes un petit peu comme tu peux, etc. Ta chute de Alors vélo. après, oui, après je m'entraînais un petit peu et c'est vrai que l'organisation était quand même assez compliquée. Voilà, on avait quand même des amplitudes horaires importantes, puisqu'on s'entraînait en club natation le soir après 20 heures. Pareil, on courait le soir assez tard, ou alors très tôt le matin. Euh, et c'est vrai qu'avec le boulot à l'époque, euh, c'était sûrement beaucoup plus compliqué qu'aujourd'hui, puisqu'on avait quand même beaucoup de rendez-vous physiques et on était 100% au bureau. Il n'y avait pas la question de se poser, c'est vrai, si on était en visio ou pas en visio. Enfin, ça n'existait pas. Donc, puis moi, il fallait que j'ouvre la boutique. Donc, s'il fallait aller courir à 5h30, 6h, on allait courir à 5h30, 6h. Et s'il fallait courir à 20h le soir, on courait à 20h le soir. Mais encore une fois, c'était normal. Normal. Alors, je pense que ça a quand même contribué à l'usure. Ça a quand même contribué à l'usure du corps. Et c'est vrai que tout ce qui était récupération, repos, boisson de récup et autres, enfin, moi, j'en avais pas. Enfin, donc, on se posait pas trop de questions. Euh, mais, euh, mais voilà, donc on avait quand même des week-ends assez chargés. Euh, et c'est vrai qu'on allait rouler dehors. Euh, ouais, on allait avec le club, donc c'est vrai qu'on rentrait tard. Voilà, c'était différent, mais bon, à Et l'époque, ça allait. tout de suite, vous avez rejoint un club de triathlon ou vous êtes resté en mode amateur assez longtemps? Non, 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 je me suis inscrit dans un club de triathlon puisque dans les 4 personnes, j'avais le président du club du coin, de Meudon Triathlon. Et donc, forcément, on était dans ce petit club. Et, euh, et c'est vrai, bon, surtout pour bénéficier des créneaux natation à l'époque. On faisait aussi un petit peu de piste, je me rappelle, oui. La piste le jeudi soir à 19h. Ouais, c'était cool, c'était bien. Et puis les quelques sorties vélo avec le club, forcément classique, hein, le samedi ou le dimanche. Euh, non, c'était bien, c'était encadré. Et je pense que c'est indispensable aujourd'hui, si tu veux progresser, de pouvoir s'entraîner, et notamment s'entraîner en groupe, hein, puisque l'entraînement du triathlète, faire 100% solo, c'est possible, mais c'est quand même, ça use un peu. Ouais, et puis je pense qu'effectivement, il y a l'émulation de groupe, il y a les questions qu'on se pose dans un groupe que tu vas pas forcément te poser tout seul, et puis il y a l'obligation dans l'agenda, quoi. C'est vrai que si tu veux commencer à t'impliquer un peu dans ce sport, voire à progresser, bah, quand tu as les créneaux de piscine le lundi, le mercredi, le vendredi, quand tu as les créneaux athlés le mardi, le jeudi, et puis que tu sais que le week-end tu vas rouler, bon, arrives plus ou moins à t'organiser avec ta conjointe ou ton conjoint, et puis ça roule, quoi. Oui, c'est ça, oui, ça roule. Oui, il faut que. Ça grince, mais ça roule. Ouais, c'est quoi un peu d'huile, ouais.
Pour revenir, enfin, pour rester sur cette première année, justement, tu l'as dit, il y a deux, trois tips que tu as donné. Le premier, c'est que tu as repris des cours de natation quand tu as recommencé à nager. Je pense que ça, c'est un impondérable. Ça ressort quasi à tous les épisodes, que ce soit les triathlètes amateurs, les néo-triathlètes, les triathlètes pros, te disent tous, si tu veux commencer le triathlon, tu commences par prendre des cours de natation. Bon, quand tu as déjà été nageur dans une vie d'avant, je pense que c'est des cours de, c'est pas pour apprendre à nager, mais c'est pour reprendre un peu les bons C'est réflexes. revenu vite. C'est revenu vite quand même. Ça va revenir vite, mais effectivement, il y a cette case-là. Il y a la case club, tu l'as dit, toi tout de suite, bon, aussi parce que dans tes amis, dans le groupe de 4 que vous étiez, il y en avait un qui était président d'un club, donc forcément, ça motive aussi à rejoindre le club. Mais pour rester sur cet aspect organisation de la vie privée, de la vie pro, de la vie sportive, à ce moment-là, comment est-ce que tu fais? Comment est-ce que tu en parles à tes collaborateurs qui t'entendent voir arriver peut-être un peu avec les yeux tirés, à ton épouse? Comment tu organises ta vie autour du triathlon? Parce que finalement, ça devient ça à un moment. Euh, Comment on organise au début? Écoute, on passe quand même pour un extraterrestre. On passait à l'époque quand même Oui, pour parce un que maintenant, si tu n'as pas extraterrestre. fait un Ironman, tu n'es pas un triathlète de toute façon. Donc Ouais. maintenant, tout le monde. Si tu n'as pas fait de marathon aujourd'hui ni un Ironman, tu as raté ta vie. Euh, non, je pense que c'était. Moi, j'en parlais pas beaucoup parce que. Et d'ailleurs, j'ai commencé à communiquer sur les réseaux très tardivement, euh, très très tardivement, ne serait-ce qu'aussi à mes clients. Voilà, je leur disais pas forcément que je faisais 15-20 heures de sport par semaine. Euh, Idem à mes collaborateurs. Je partageais pas beaucoup ce genre de choses parce que toujours pareil, on se disait, tiens, si lui, je pense qu'on se disait que si lui, il a le temps de faire ses 15 heures, c'est qu'il bosse pas. Et puis surtout, c'est qu'il a 2-3 neurones en moins, quoi. Non, mais vraiment, j'ai, tu vois, j'ai fait 2 fois, enfin, attends, j'ai fait 3 fois Hawaï. Euh, les 2 premiers, je pense que j'ai jamais communiqué dessus parce que ça se dit, c'est pas que ça se disait pas, mais il fallait pas forcément, tu vois, dire que tu allais sortir de rendez-vous et courir tout de suite pour aller nager à la piscine, ou alors décaler un déj parce qu'il fallait que tu fasses autre chose. C'était moyennement vu. Et moi, c'est vrai que je me rappelle de discussions que j'avais eues avec les dirigeants de Swiss Life. Alors, bon, moi, je suis indépendant, mais en même et je discute beaucoup avec ma compagnie, puisque j'ai eu aussi un rôle de représentation des agents généraux en France pendant 10 ans. Euh, et c'est vrai que quand je leur disais, tiens, j'ai fait un trail de 30, j'ai fait l'éco-trail ce week-end, qu'est-ce que c'est quoi ce truc? Si tu fais, ben, ça sert à rien. J'avais notamment proposé à Swiss Life il y a 15 ans de sponsoriser l'éco-trail. On avait rencontré bon, Jean-Charles, peut-être que tu connais, euh, qui est l'organisateur. Je me suis dit, ça sert à quoi? Ça sert à rien. Enfin, tu vois, donc on pouvait dire qu'on faisait un peu de triathlon ou de sport, mais pas forcément euh, autant. Voilà, c'était plutôt négatif, quand même, négatif. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? C'est arrivé ouais, très tardivement, hein, là, il n'y a pas longtemps, hein, euh, avant le Covid ou juste après le Covid. Bon, ma compagne est dans la communication, le marketing, et elle m'a dit non, il faut que tu communiques, quoi. Et c'est vrai que ça a complètement switché. Euh, et aujourd'hui, bon, bah, la preuve, tu m'as repéré entre guillemets sur LinkedIn, mais j'ai beaucoup, enfin énormément de clients qui me suivent vraiment, pas au quotidien, mais assez proches, chaque fois qu'on se rencontre, alors ça s'est bien passé, alors t'en es où? Voilà, aujourd'hui ça a vraiment changé. Euh, alors c'est très bien, hein. Bon, moi j'étais plutôt sur la défensive et plutôt en retrait par rapport à tout ça, parce que c'était pas forcément dans ma mentalité ni mon état d'esprit de le partager.
Et puis, je voyais pas forcément l'intérêt ou le lien avec le métier, tu vois. C'était difficile de le faire. Mais on reviendra sur le tout début, et l'une des raisons pour lesquelles aussi j'ai commencé à faire du trail, c'est pour une association quand même, euh, que je soutiens toujours et tous les ans. Mais je voyais pas vraiment le lien, tu vois, entre mon activité de travailleur indépendant chez Swiss Life et puis le fait de faire du triathlon. Et puis en fait, les deux se marient très 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 bien. Euh, et, euh, et au contraire, alors je joue pas du tout aujourd'hui là-dessus, hein, puisque on va dire que ma carrière, elle est plutôt. Mais, euh, mais voilà, je trouve que c'est intéressant aujourd'hui de pouvoir promouvoir l'activité physique. euh, Pas forcément de faire un Ironman, puisque je ne conseille pas de faire un Ironman, hein. Euh, D'ailleurs, aujourd'hui, il y a une surenchère, hein, que je trouve assez négative par rapport à tout ça. Euh, Toi, si tu n'as pas fait un Ironman, un marathon, t'es has-been, mais tu peux très bien faire une activité physique sans faire de marathon ni d'Ironman. Euh, donc c'est bien aujourd'hui qu'on puisse le dire, qu'on puisse le partager. Euh, voilà, mais il faut que ça reste quand même assez, assez encadré. Moi, j'ai très vite pris un coach dès la première année, hein. Dès la première année, j'ai très vite pris un coach pour justement avoir ce cadre et avoir quelque chose de structuré, tu vois, tout au long de l'année, et comme ça pour pouvoir évoluer. Et d'ailleurs, ce coach, qui se reconnaîtra peut-être s'il écoute un jour, m'avait dit, Ouais, tu peux écoute, balancer des noms, hein, on n'est pas à la radio, hein. Vas-y, vas-y, hein. non, Pierre-Yves, qui était le président du club à l'époque, il m'avait dit, écoute, il va falloir être patient, il va te falloir 7 ans. Dans 7 ans, tu seras bon. 7 ans, et il n'a pas eu tort. Donc il Bon, fallait beaucoup de patience. ouais, tu m'étonnes. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles j'aimerais bien rebondir. Alors, on va voir si j'arrive à me retenir de tout et puis surtout si le fil de nos discussions nous y amène. Mais déjà, tu as dit que tu voulais revenir sur ce qui t'a amené à commencer le trail. Tu as dit que c'était pour une association. Donc Ouais. ça, c'était bien avant le triathlon, avant que tu Ouais, ouais, commences. ouais. En fait, c'est un client que j'ai toujours aujourd'hui, avec qui on partage toujours, et qui me dit, tiens, moi j'ai des potes euh, qui sont parents d'un petit garçon, qui ont créé une association en France et qui font l'Ironman de Nice. Si tu veux, je te les présente. Voilà, parce qu'il avait entendu que je courais un peu, et ainsi de suite. Et, euh, et effectivement, euh, c'est une association qui est très très peu connue, puisque elle défend et comment dirais-je, elle collecte des fonds pour la recherche d'un syndrome qui touche les enfants, qui s'appelle le syndrome de Barth. Et c'est vrai que, alors il y en a très très peu en France, hein. Euh, cette famille que je salue d'ailleurs, euh, donc il y avait ce petit Raphaël, Raphaël qui est toujours là, euh, et il faisait chaque année une course pour, voilà, comme on fait aujourd'hui, hein. Aujourd'hui, on défend beaucoup de causes, mais je trouvais que cette cause était assez intéressante puisque ça touchait plus ou moins une famille, et pour un syndrome qui n'était pas connu. Donc je me suis dit, bah tiens, lui, il aura jamais les moyens de pouvoir courir, puisque ce sont des enfants qui sont physiquement, ont un petit peu de mal et ils pourront jamais faire de courses importantes. Et je me suis dit, si lui, il peut rien faire, moi, je vais le faire sans trop me plaindre. Et le jour où je serai dans le dur, où je serai sur un trail ou sur autre chose peut-être, bah, j'aurais pas forcément euh, les raisons de me plaindre, tu vois. Et c'est vrai que au tout début, pendant de nombreuses années, souvent j'y pensais, tu vois, pendant les courses, je me disais, tiens, pense à Raphaël, lui, voilà, il peut que regarder et être spectateur de tout ça. Et, euh, et si en plus on peut lui apporter un petit peu voilà, autre chose que son quotidien qui est pas forcément toujours marrant, euh, bah, ça peut être cool. Et chaque année, j'avais pour habitude, tu vois, par exemple, mon premier Ironman, pas à Cozumel, mais à Nice l'année suivante, bah, je lui avais, tu vois, donné mon dossard avec la médaille, puis j'avais offert ça. Enfin, donc voilà, donc il était content. Et puis moi, chaque année, bah, je suis content de pouvoir porter les couleurs de cette association.
Et avec les parents de Raphaël, Philippe et Florence, qui sont des grands fans de triathlon, on s'était dit, ben, on amènera un jour BART, l'association BART à Hawaï, parce que Hawaï, c'est Hawaï, c'est Hawaï. C'est quand même la mecque du triathlon. C'est la mecque du triathlon. Et sur mon premier Hawaï, ben, j'ai réussi à porter jusqu'à la fin et plutôt pas mal le drapeau BART. Et c'est vrai que j'ai une photo d'ailleurs finisher qui est assez marrante, puisque j'ai ma photo finisher avec le drapeau de l'association. Et comme j'avais fini plutôt dans les premiers à l'époque, bon, elle était bien cadrée, il n'y avait personne dessus. Et c'était plutôt cool, puisque la semaine suivante, j'avais pu ramener la photo à Raphaël. Et c'était le principal. Excellent, excellent. Donc l'association, c'est l'association de Barthes, c'est BART, ça? BARTH. C'est le Ok. syndrome de Barth, qui est un syndrome qui est, voilà, comme tous les syndromes assez rares, qui est un petit peu compliqué à soigner. Mais bon, ça évolue et on récolte, enfin, l'association récolte des fonds chaque année. Bon, cool. Écoute, on remettra ça dans les notes de l'épisode, notamment le site internet ou les liens pour les contacter. Qui sait, ça peut toujours aider non seulement cette association-là, ses parents, ces enfants-là qui sont identifiés, et puis peut-être que ça pourra aider d'autres parents ou d'autres familles qui sont déjà touchés ou qui pourraient l'être. Donc c'est un peu comme ça que tu as commencé le trail. Ça, c'était avant que tu fasses du triathlon ou c'était Ouais, après ton ouais, premier? ouais, c'était avant. On faisait du trail comme ça, hein. Je te dis, on s'inscrivait. Enfin, moi, je me rappelle mon premier Eco-Trail 80, je me suis inscrit peut-être 15 jours avant, en me disant, bah, tiens, parce que j'habitais à Clamart, donc ça, on était sur le parcours. Je me dis, bah, tiens, plutôt que d'aller faire ma sortie tout seul, bah, je vais aller faire l'Eco-Trail. Bon, on ne fait pas l'Eco-Trail 80 sans préparation, ça ne marche pas, ça je confirme. Euh, donc j'ai pris bien évidemment un énorme tir sur mon premier Eco-Trail, mais c'était marrant, quoi. Mais toujours avec l'association Barthes, puisque j'ai encore en tête cette photo euh, de moi, d'un cadavre à l'arrivée avec le, le- le maillot de l'association. Mais voilà, j'étais content. J'avais fini, je ne sais plus en combien de temps, mais peu importe l'histoire. Et beaucoup de trail, ouais, ouais, bon, je courais plutôt pas mal à l'époque. Et, euh, et du coup, bah, la transition entre le trail et le triathlon, il n'y en avait pas, mais c'était plutôt l'effort long qui était intéressant. Voilà, l'effort plutôt long. Et ce qui est marrant, c'est que ma question à la base de cette discussion-là, c'était comment est-ce que tu t'organises dans le triathlon à ce moment-là? Mais ouais, bah en fait, tu essayes de faire glisser quoi, comme tu peux, et puis après tu Ouais, commences à je pense progresser, à qu'on structurer. fait glisser, mais euh, avec beaucoup de fatigue quand même. Parce que je me rappelle quand même, euh, et on pouvait faire des journées, courir à jeun le matin à 5h30, 6h, enchaîner les rendez-vous le midi, nager le soir à 20h. Bon, bref, mais sans trop se poser de questions. Et tu nous as dit tout à l'heure que tu as fait 3 fois Hawaï. Est-ce que c'était après effectivement 7 ans, comme te disait Pierre-Yves, c'est ça, que tu as commencé vraiment à devenir bon et là tu as pu te qualifier et aller sur Hawaï? Parce qu'il m'a dit, comme tu démarres à zéro à vélo, vraiment à vélo, j'étais à zéro, hein, zéro, zéro. Il Tu m'a venais dit, juste bon, d'enlever les voilà. roulettes? Oh, ouais. Et du coup, bon, ben, on s'est un peu, voilà, je me suis, comme tout le monde, hein, j'ai roulé, beaucoup roulé, plus ou moins bien structuré. Euh, Au début, plutôt à l'envie, plutôt à la sensation. Bon, c'est vrai que quand il a fallu que je m'achète un capteur de puissance, ça a été, euh, ça a été des longs moments de. Il fallait être patient, quoi. Il fallait être patient. Et Pourquoi tu dis ça? Parce que à partir du moment où tu achètes un capteur de puissance, tu commences à mieux structurer tes eh entraînements. oui, eh oui. Et du coup, du après, j'ai eu la chance de rencontrer aussi des potes dans le coin qui étaient d'un assez bon niveau et qui avaient déjà été à Hawaï plusieurs fois. Et du coup, voilà, avec l'émulation du groupe, ça a permis aussi de s'entraîner différemment, de faire sauter aussi un certain nombre de
peut-être de verrou, tu vois, par rapport à aller jusqu'au bout d'un Ironman bien comme il faut, quoi. Bien s'entraîner tout au long de l'année, un peu différemment. Euh, Ça, c'est important aussi de ne pas le faire tout seul. Euh, voilà, j'ai eu la chance de tomber sur un groupe de potes bon, qui étaient plutôt pas mauvais dans le monde du triathlon, qui le sont toujours un peu aujourd'hui. Voilà. Ouais, Question l'émulation de groupe. d'opportunité. Ouais, ouais, L'émulation ouais. dont on parlait en début d'épisode, quoi. Alors pour ceux qui n'ont pas l'image, parce que même si le podcast est retranscrit en vidéo, ça reste quand même de l'audio. Quand tu parlais de verrou, tu faisais un signe en montrant ta tête. Donc oui, tu parlais de verrou mentaux, hein, pas uniquement de verrou physique. Ouais. Juste pour revenir sur ce point-là, pour que ceux qui nous écoutent et qui comprennent pas forcément, donc dès que tu as acheté un capteur de puissance, là tu as commencé à mieux structurer, c'est-à-dire que tu avais les recommandations de ton coach qui te disait de rester dans telle ou telle zone de puissance et après, enfin, de rester, voire de monter, de pousser, d'aller au-delà de telle ou telle zone. Et c'est pour ça que tu dis qu'il a fallu être patient. Patient parce qu'il fallait rester en bas, patient parce qu'il fallait pouvoir monter en haut et y rester. Enfin, dans quel sens il Et fallait être oui. patient? Bah, il a fallu apprendre une chose qui est très, très, très basique aujourd'hui, c'est que pour aller vite, il faut savoir aller lentement. Ah, Euh, merci beaucoup à Denis Boucher. et donc moi, j'étais pas vraiment reconnu pour être quelqu'un de très sérieux dans les séances. Euh, voilà, parce que moi, j'ai toujours fait beaucoup à l'envie et beaucoup, voilà, un peu comme j'avais envie. Bon, ça me réussissait plutôt pas mal, donc j'étais content. Mais bon, il a fallu apprendre à être raisonnable. Et c'est vrai que j'avais des bons potes qui étaient quand même d'un très bon niveau. Et voilà, donc savoir respecter sa zone 1, sa zone 2, mais par contre, savoir se mettre dedans quand il faut vraiment se mettre dedans. Et, euh, et donc, on a fait quand même sauter pas mal de verrous grâce à ça. Euh, et par contre, faire des séances aussi très, très sales, puisque après, j'ai changé de coach, puisqu'il fallait que je le fasse et que je passe à autre chose. Et j'avais, à l'époque, on était beaucoup sur le home trainer avec Jonathan Triolet, euh, qui malheureusement est décédé. On était un groupe de potes où on se faisait des meetings sur home trainer, mais à l'époque, il n'y avait pas de, comment ça s'appelle? Et pas Zwift ou autre. Pardon, excuse-moi. Tu vois, j'ai pas Swift. Je sais pas aujourd'hui pédale avec Swift, j'y arrive pas. Euh, et c'est vrai on était capable de se mettre en rangée, tu vois, et puis de se mettre une très très grosse misère. Hein. C'était vraiment très très sale. On appelait ça les séances de germanisation. Euh, je souhaite à personne de passer par là, mais voilà, ça fait passer une grosse étape, et surtout au niveau mental, puisque on arrivait à passer à plusieurs. Moi, il m'est arrivé une fois de m'évanouir, tu vois, sur le home trainer, donc c'est qu'on est passé loin, quoi. Ouais, bon, heureusement, c'était sur le home trainer. Donc, si tu tombes pas trop. Mais par contre, et puis, t'es pas vraiment en mouvement parce que le home trainer est fixe. Mais c'est vrai que vous avez dû vous faire du mal là-dessus. Ouais, ouais, ouais. Mais tout ça mais en fait, en structurant vraiment l'organigramme, enfin, pas l'organigramme, le planning, euh, d'une manière à ce que ça soit quand même pas forcément complètement traumatisant, et puis que ça puisse surtout s'insérer dans le quotidien, quoi. Ouais. Parce qu'on avait tous quand même pareil un quotidien où voilà, il fallait bosser, il faut bosser, et donc les meetings c'était généralement le samedi ou le dimanche, ou le mercredi après-midi pour ceux qui pouvaient se dégager le mercredi après-midi. Mais par contre, voilà, on se la collait, quoi. Ouais, ça devait être sympa quand même Ça, de temps en temps. Euh, du coup, ça, c'était avant, après ton premier Hawaï? ouais, ça a commencé un peu avant, et après, euh, et après effectivement, euh, après le premier Hawaï. Non, c'était plutôt avant le premier Hawaï, ouais. Après, on a eu 2019 et 2020 où là, tout le monde a dit que le home trainer, c'était la vie. Là, tout le monde s'est acheté un home trainer. Je crois que tous les vélocistes ont été dévalisés à ce moment-là. Hum, euh, mais
Oui, oui, enfin après, moi je continue quand même à m'entraîner aujourd'hui, euh, voilà, d'une manière assez raisonnable, mais c'est plus mesuré quand même. Ce premier Hawaï, tu y vas comment? Tu te qualifies où? Parce Euh, que quand on va à Hawaï, on n'est quand même pas trop mauvais. non, on n'est pas trop mauvais. Je me qualifie à Cozumel aussi, l'Ironman de Cozumel, que j'ai refait 2 fois entre-temps. Euh, Écoute, je me qualifie à l'ancienne, puisque c'était avec un système de slot. C'était la dernière année où on était sur le système à l'ancienne. Euh, voilà, c'était assez dur, hein, puisque courir, faire un Ironman pour soi, c'est bien, mais quand tu cours pour la place, c'est différent. Donc je savais qu'il fallait que je sois deuxième ou troisième. Donc sur le marathon, quand tu es deuxième ou troisième, bah, voilà, faut serrer les dents. Euh, Faut penser à Bart. Enfin, faut penser à Raphaël. ouais, ouais, vraiment. Mais alors, tu fais bien de dire, j'ai encore en tête le, le dernier U-turn au 35e, en disant là maintenant, il faut tout débrancher, tout décrocher. Bon, on a tous pensé à ça. Non, je me qualifie bien avec une course assez complète. Et, l'année suivante, je m'entraîne encore mieux pour préparer Hawaï. Et malheureusement, je me fais une fracture de fatigue. Ouais, fracture de fatigue au mois d'avril, du sacrum. Hmm. Bon, on a tous un peu près ce genre de blessure, mais bon, le sacrum, c'est pas évident quand même. J'ai mis quelques semaines à m'en remettre, mais j'étais bien coaché et on a vraiment trouvé le juste milieu. Et comme on était un bon petit groupe à aller à Hawaï ensemble, puisqu'on est allé avec une douzaine de gars de la team, donc c'est plutôt pas mal comme team. Et, du coup, voilà, j'ai pu préparer cet événement sans trop me poser de questions. Et puis j'avais aussi inclus à l'époque une autre chose. J'avais fait une rencontre au même moment que ma fracture de fatigue euh, de préparation mentale. J'ai fait beaucoup de préparation mentale pendant un an à cette époque-là pour justement avant de me qualifier, pour justement voilà, trouver les bonnes pistes et les bonnes cases pour pouvoir faire sauter ces fameux verrous et autres pour aller à la gagne, tu vois, plutôt que juste finir, entre guillemets, quoi. Et Et, pour, et la préparation mentale, juste pour finir, parce que j'ai en ouais, tête avant que j'oublie, et c'est vrai que ça m'avait beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé euh, pour justement commencer à faire on faisait beaucoup de visualisation, beaucoup de préparation par rapport à ça. Et je me rappellerai encore le jour où je suis arrivé à Hawaï pour faire la course, avant le canon de départ, c'était comme si j'avais déjà fait, quoi. ouais. Donc, ce jour-là, j'ai fait plutôt une belle course, ouais. Plutôt un truc bien. Ouais. Bon, pareil, n'hésite pas à balancer si tu veux le nom de ton ou de tes préparateurs mentaux. Ça peut toujours donner des pistes ou aider certaines personnes. Ah bah, enfin, la personne que j'avais aujourd'hui, elle travaille pour je crois, une ou deux fédérations pour les JO. Donc je pense qu'elle n'est pas à dispo. J'ai eu la chance aussi, oui, c'est vrai que j'ai oublié de le dire, j'ai eu la chance dès le début de ma petite carrière de triathlète de participer à beaucoup d'études à l'INSEP, beaucoup, beaucoup, beaucoup avec des personnes incroyables qui m'ont fait découvrir tout, vraiment tout. Études sur la chaleur, puisque pour les JO de Rio, on avait testé les premières thermorooms qui sont aujourd'hui ultra connues. On avait testé les histoires de charges d'entraînement, de, comment ça s'appelle aussi, de, de problèmes psycho, enfin, liés Ouais. à l'entraînement, de nutrition. Donc j'ai eu la chance comme ça de répondre. Je vais faire ancien quand je vais dire ça, mais je répondais à Trimag sur le papier, hein. Ouais. On envoyait ça par courrier. On envoyait ça par courrier à Trimag. Et puis on était, entre guillemets, sélectionnés
par l'INSEP pour une première étude et ainsi de suite. Et c'est vrai que j'ai eu la chance de pouvoir participer à des études hyper intéressantes avec des personnes aujourd'hui qui continuent à publier très régulièrement et qui sont aujourd'hui assez reconnues. Donc voilà, ça m'a aussi permis d'apprendre plein de choses sur le corps, la nutrition, l'entraînement, tout, quoi. Ça, c'est une super chance. Juste pour redonner des repères un petit peu en termes de date, ton premier Hawaï, ton deuxième, ton troisième? 2018, mon premier Hawaï. 2018 et derrière, je me suis requalifié l'année suivante, mais on a eu le Covid. Mhm. Du coup, ça a été le bordel. Et on avait le choix d'aller à Hawaï ou d'aller à Saint-Georges. Et je suis allé à Saint-Georges parce que je voulais voilà, faire autre chose qu'Hawaï. Je me suis dit, bon, Saint-Georges. Et l'année dernière, 2025, dernière Hawaï. Voilà. Je Ok. me suis qualifié à un autre endroit, à Lanzarote. À Lanzarote. Donc le premier 2018, tu disais Ouais. que tu as fait une course pleine, tu en étais Mm. satisfait. Ça fait quoi en termes de chrono pour avoir juste un repère et tout en se reprojetant, parce que maintenant Hawaï, ça se gagne pas loin Ouais. des 7 heures quelque chose. En 2018, c'était pas tout à fait ça. Alors, c'était une année rapide. Alors, si jamais j'ai un pote ou deux qui écoute, il va me dire que j'aurais pas tout dit. C'était une année rapide où on n'avait pas forcément beaucoup de vent de face au retour, puisque pour ceux qui ne connaissent pas, le vent joue énormément. Mais j'ai fini en 9h. Les chronos, je ne me souviens plus. 9h07, je crois. Ah ouais. 9h08. Oui, je crois que c'est ça, oui. Bon, je voulais faire moins de 9 heures, mais j'ai un peu pioché sur le marathon. Bon, c'était plutôt pas mal pour un premier Hawaï, surtout avec une fracture du sacrum en avril. Euh, voilà, j'étais plutôt content et puis surtout, j'ai fini bien, quoi. Enfin, on était assez pas frais comme un gardon, mais j'ai pas fini comme un déchet à ramper à quatre pattes sur la ligne d'arrivée, comme on peut voir sur certaines vidéos. Donc voilà. Mais il y avait aussi une bonne émulation, puisqu'on était encore une fois avec un groupe. Et, euh, et c'est vrai que même faire la course à plusieurs, c'est vrai que c'est pas mal, parce que ça permet de pas de se tirer la bourre, mais tu vois, d'avoir un repère quand même assez important. Et, euh, et j'avais quand même un pote ou deux devant. Euh, Toujours pas loin, mais c'est quand même devant. Voilà. L'objectif ultime, c'est sub 9 à Hawaï, mais bon, un jour. Bah, 2018, 2026, ça fait quand même 8 ans. Est-ce que tu poursuis toujours ce goal? C'est pas une fin en soi, voilà, ça m'obsède pas du tout. Alors absolument pas du tout. Euh, voilà, moi j'aime bien le triathlon, j'aime bien m'entraîner. Voilà, aujourd'hui c'est entre guillemets c'est un quotidien. Voilà, tu es habitué à courir, à nager, à rouler. Quoi qu'on en dise, Hawaï, c'est quand même Hawaï. On a beau vouloir aller à Nice, à Saint-Georges, n'importe où, voilà, rien ne remplacera Hawaï. Nager avec les dauphins pendant une semaine, rencontrer les meilleurs du monde. Le parcours est nul, on est d'accord, hein, on est sur cette autoroute pendant des heures. On a un marathon plein cagnard qui sert à rien sur une autoroute à quatre voies. C'est complètement. Enfin voilà, y a aucun intérêt de courir là-bas, mais je sais pas. C'est championnat du monde. Ça reste Les Hawaï. gens- ouais, ça reste Hawaï. Et quoi qu'on en dise, l'humidité, la température, le lieu, l'environnement, puis l'état d'esprit fait que c'est quand même. Voilà. Donc si un jour je arrive à faire une belle course à Hawaï, je serai satisfait, mais ça ne m'empêchera pas non plus de dormir. Voilà, j'aurais bien aimé faire un sub 3 heures sur marathon un jour, sur Ironman. Voilà. Ouais, donc euh, euh, on sent quand même beaucoup de modestie, mais il y a quand même beaucoup de niveau chez toi, Benjamin. Ouais, enfin, après le niveau, tu sais, tout est relatif, hein. On sera toujours le champion du monde de son quartier. Ça, c'est pas. Moi, je me considère comme voilà, un triathlète de bon niveau, mais voilà,
comme tout, on a l'habitude. Puis après, on côtoie des potes qui sont toujours meilleurs, et puis peut-être moins bons. Non, ce qui est sympa, c'est de pouvoir voilà, faire quelques rencontres. Le triathlon et notamment l'Ironman permet de voyager et permet de faire plein de rencontres. Tu vois, on parlait de Gérard Armé. J'aurais jamais été à Gérard Armé si j'avais pas eu le triathlon. Donc, ça permet de découvrir plein de choses et plein de gens. Donc, ça, c'est plutôt cool. Et puis, depuis, tu l'as refait 3 fois, donc tu as fait 4 fois Gérard Armé, alors que tu y serais peut-être pas allé si tu n'avais pas eu tes potes qui t'avaient poussé à y aller. Ouais, c'est clair, c'est clair. Aujourd'hui, donc 78, tu nous as dit, donc 48 ans. Tu continues à t'entraîner? Ouais, bah, je Mm. ne pas donner de mois, donc bon, voilà, je fais un calcul rapide. Tu continues toujours à t'entraîner avec la même envie, mais surtout la même intensité, ou au contraire, les années avançant, tu gagnes en maturité, donc tu as besoin de mettre un petit peu moins de volume, mais de mieux calibrer, mieux encadrer ton entraînement? Oui, oui, c'est sûr. Après, je fais les choses un peu différemment. J'y vais moins, je m'entraîne un peu plus sérieusement, je pense. Et puis aussi l'organisation familiale, le travail qui fait que c'est forcément différent. Euh, oui, je pense qu'aujourd'hui, c'est plus structuré, notamment, je le vois avec l'Ironman de Lanzarote que j'ai fait il y a un an. Euh, voilà, moi, tu vois, par exemple, il m'arrive maintenant de faire une course dans l'année. C'est vrai que ça peut être surprenant de se dire, il n'y a pas d'Ironman, de course, de préparation, rien. Non, je mets un dossard dans l'année. Et bon, voilà, parce que j'ai dû faire, je pense, une petite centaine de triathlons. Et c'est vrai que quand j'arrive dans l'ère de transition, voilà, tout est fluide, tout est naturel, tu vois, il n'y a pas de questions à se poser, même dans la préparation du matériel. Donc c'est vrai, oui, oui, c'est plus structuré. Maintenant, voilà, si demain tu me dis, tiens, on va rouler, bon, j'essaye de pas trop me prendre la tête sur la séance, tu vois. Bon, si j'avais une demi-heure à faire à 230 watts et que c'est 250, bah, ça sera 250, hein. Mais bon, voilà. Après, non, je suis. Bon, j'ai aussi eu quelques blessures depuis, donc il faut aussi faire avec. Si j'avais su, je pense que j'aurais fait autrement au tout début, mais voilà, avec des si, c'est facile à dire a posteriori. Aujourd'hui, il faut faire beaucoup plus de préparation physique, de gainage, de renforcement, chose que j'ai jamais fait. Donc c'est vrai que c'est compliqué, mais faut l'admettre. Voilà, maintenant, je sais que pour être bon et pour arriver, comme je dis, on va pas à la guerre avec un cure-dent, comme le disait mon précédent coach Jonathan. Bon, voilà, pour aller sur un Ironman, si tu fais pas ta prépa comme il faut les quelques dernières semaines, moi, j'ai pas besoin de faire un an d'entraînement, puisque c'est le quotidien, tu vois. Donc, je sais qu'il faut se la coller pendant quelques week-ends, quelques semaines, où là, ça va être chiant, ça va être sale. Voilà. Mais si tu fais ça, après, il n'y a pas de question à se poser. Le jour J, voilà, ça doit découler, quoi. Donc oui, oui, plus structuré pour un point d'indication, c'est plus structuré, plus organisé et plus focus sur les quelques semaines clés qui vont compter. Voilà. Et en termes d'objectifs, tu l'as dit, tu te fixes grosso modo un objectif. Alors moi, je pense que tu t'en fixes deux, c'est-à-dire un Ironman avec une qualif et après un championnat du monde. Mais là, c'est ton prochain objectif aujourd'hui, on est en 2026, ça va être quoi? Mon prochain objectif, c'est il faut que j'arrive à me réentraîner comme il faut, parce que là, je sors d'une opération de la pubalgie, une fracture du fémur. Euh, bon, ça m'a un peu cassé le rythme. Non, mon objectif, c'est de refaire un Ironman avec une qualif, et puis de faire un dernier Hawaï, et puis voilà, après, et puis si je le fais, tant mieux, si je le fais pas, tant pis. Tu vois, il y aura peut-être, j'en sais rien, j'ai jamais fait Embrun. Bon. Alors que C'est la deuxième mec bon, du triathlon quand même. bon triathlète qui se respecte doit faire Embrun. En plus, maintenant, j'habite plus à la montagne qu'à Paris, donc
Donc, je devrais faire Embrun théoriquement. Tu vois, je l'ai fait 2 fois Embrun en off le jour J, c'est-à-dire le 15 août, sans faire la natation, mais en faisant le vélo et le run. C'est très, très dur. Et donc, je sais pas. Moi, j'aime bien m'entraîner et on verra ce que ça va donner. Mais bon, après, j'ai aussi plein de potes et plein de connaissances qui font encore du triathlon à 55, 60, 65, 70, 70 ans. Euh, donc, j'ai envie de te dire, il reste de belles années, quoi. Ouais, il te reste quelques années encore. Tu es encore tout jeune. Sans trop se prendre la tête. Alors, c'est vrai que, voilà, avant, on se disait, ouais, je vieillis, donc du coup, je vais avoir plus de chances de me qualifier, ainsi de suite. Mais, entre guillemets, tout le monde vieillit aujourd'hui. Et j'ai l'impression que tout le monde vieillit plutôt pas mal, puisque dans le monde et en Europe, les personnes s'entraînent, hein. Je le vois sur mon dernier Ironman, où j'ai plutôt bien couru à Lanzarote. Bon, j'étais à la course sur le marathon. Voilà, j'avais un objectif de 3 heures 10. Je pose troisième le vélo, je finis troisième à pied. Et je me dis, je vais jamais les rattraper, c'est pas possible, tu vois. Et devant, ça court, et derrière, ça court encore. Donc, bon, c'est tant mieux. Le niveau, il s'élève d'une manière générale en France, en Europe. C'est cool. Voilà, il faut se maintenir en forme. Bon, avec un corps qui est plus ou moins cassé, mais voilà, on fait avec, quoi. Est-ce que tu sens, une différence en termes de récupération? C'est-à-dire que même sans te mettre forcément les mêmes charges qu'il y a 10-15 ans, est-ce que tu sens que tu as plus de mal à récupérer, que le lendemain quand tu reprends l'entraînement, tu es un petit peu plus vaseux, tu vois? Oui, c'est clair, c'est sûr. Si, aujourd'hui, oui, c'est ça, tu récupères pas forcément de la même manière. Mais je pense que tu fais la séance différemment. Ouais. Voilà. Si j'ai, entre guillemets, si je dois faire un 8 fois 1000, ce qui m'est arrivé très rarement ces derniers temps, bon, bah, je vais le faire en essayant de se dire demain, il y a autre chose à faire, tu vois. Ouais. Euh, et sans trop se casser. Et puis aussi, tu te connais un petit peu et tu sais que tu n'as pas besoin de courir en 3,10 parce que ça servira à rien, puisque sur le marathon d'Ironman, si tu arrives à courir à 4,30, c'est déjà pas mal. Et à finir en 5,30. Donc, c'est pas le 1000 en 3,10 qui va te faire changer la vie, quoi. Voilà. Après, j'aime bien courir, j'adore courir. Donc c'est assez frustrant de ne pas pouvoir faire comme je veux. Puis j'ai la chance d'avoir en plus une compagne qui est très forte et spécialiste du marathon. Et donc, voilà, j'essaye. Ça met la J'essaye de pression. garder le niveau. Ouais, ça met la pression, mais en même temps, vous avez 2 jumelles, donc vous allez pas vous entraîner en même temps? Non, 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 mais bon, c'est plutôt. Puis c'est quand même sympa de partager de temps en temps, quoi. C'est À, clair. à- à cause d'elle ou grâce à elle, j'ai fait mon premier marathon sec, puisque j'avais fait une quinzaine d'Ironman, mais j'avais jamais fait de marathon sec. Euh, et c'est vrai que ça m'a plutôt plu. Alors après, avec quelques pépins de santé physique, mais c'est sympa aussi de faire autre chose, quoi. Même si c'est dur le marathon, hein. C'est dur. Ouais, le marathon sec, c'est autre chose que le marathon Très, d'Ironman. très Le dur. marathon Très, d'Ironman très est dur. dur, mais sec, c'est encore pire, je trouve. Non, c'est très dur. C'est trop difficile. La préparation, non. La préparation est très difficile. Hem, écoute, on arrive sur la fin de l'épisode, parce qu'en plus, après, je crois que tu dois aller nager. Mais, le podcast s'appelant «Devenir triathlète», ma question signature tourne autour de ce nom, c'est-à-dire, selon toi, Ben, comment devenir triathlète? Euh, en étant patient, en étant patient, 7 ans? sans trop se prendre la tête, vraiment, euh, sans trop regarder aussi tout ce qui peut se faire aujourd'hui, parce que aujourd'hui tu deviens complètement maboule, hein, si tu regardes tous les podcasts, tous les conseils, il faut manger, il faut pas manger, il faut dormir, il faut pas dormir, enfin, euh, voilà, je pense qu'il faut écouter son corps, ça c'est quand même important, puisque triathlète, quel que soit le niveau, ça demande un petit peu de discipline, hein. On n'a pas forcément parlé de la discipline de l'entraînement, mais ça demande quand même un peu de discipline au quotidien. Euh, voilà, il faut le faire à l'envie, mais un peu structuré quand même. Voilà, il faut être patient, parce que je pense que aujourd'hui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure,
Voilà, tout le monde a envie de faire un Ironman, tout le monde a envie d'être finisher, ok. Mais voilà, il ne faut pas forcément griller les étapes. Il y a plein de choses à découvrir sur soi-même, sur le corps, sur l'entraînement, sur les possibilités de s'entraîner. Pouvoir le rentrer au quotidien aussi dans l'agenda, dans la vie de famille. Bon, donc, ça demande quand même beaucoup de comment dirais-je, de discussion ou de temps. Euh, ouais, il faut s'écouter, quoi. La voix de la sagesse. Écoute, merci pour ça. J'ai laissé un petit peu de blanc volontairement, tu vois, pour que les gens imprègnent ça. Et puis, dernière question, où est-ce qu'on te suit, qu'on t'encourage? Alors, on a parlé de LinkedIn tout à l'heure, mais est-ce que tu as d'autres réseaux sociaux où les gens peuvent venir et continuer la discussion, échanger avec toi, avoir des infos sur l'association BART? Enfin, où est-ce qu'on trouve tout ça? Euh, pour ceux qui sont sur le réseau LinkedIn, tout simplement sur Benjamin Prou. Euh, Puis après, le reste, facilement. Enfin, il n'y a rien qui se cache, ou sur Insta, ou même sur Facebook, puisque on a tous démarré avec Facebook. C'est clair. Enfin, en tout cas, notre génération. Ben, merci beaucoup pour ce partage, pour ce temps que tu nous as accordé. On te souhaite donc, bonne fin de rétablissement, parce qu'on a compris que tu sors de blessure. Remets-toi bien. Bonne bourre pour la suite. Et puis, peut-être qu'on débriefera ton dernier, ou peut-être pas, avant-dernier Hawaï. Ouais, avec plaisir. Je te remercie. Merci.